L'ARCEP veille, d'après ses communications et le site internet de l'ARCEP, à ce que les réseaux soient bien des biens communs. Face aux géants du privé, peut-on vraiment parler d'un numérique en commun? Monsieur Soriano, bonjour. Bonjour. On pourrait, effectivement, s'il y avait des instruments de régulation qui permettraient de le garantir. Parce qu'effectivement, ce qu'on voit, c'est que le marché, il ne se développe pas spontanément comme un commun. Parce que forcément, il y a des effets de domination, il y a des intérêts privés, il y a la recherche de l'optimisation actionnariale, enfin, tous ces éléments économiques qu'on connaît très bien et qui font que les entreprises se comportent dans leur intérêt un petit peu égoïste, c'est normal. Euh, il y a un mécanisme bien connu de la main invisible qui est censé faire en sorte que le marché aille spontanément dans la bonne direction. Mais ce que nous constatons, c'est qu'en fait, il y a plein de défauts de marché qui font que ça ne se fait pas spontanément. Les entreprises ne sont pas toujours en capacité d'aller dans le sens de l'intérêt général et c'est là où il faut une intervention de l'État. Alors dans les télécoms, on a construit cette intervention, je dirais, de manière évidente, puisqu'avant l'État, c'était lui qui fournissait le service, c'était les PTT. Et donc, au moment où on a voulu ouvrir à d'autres acteurs ce service, on a gardé un État qui soit garant. Et donc, on nous a donné des instruments qui nous ont permis vraiment d'être actifs sur le marché. C'est ce qui a manqué, me semble-t-il, quand on pense au numérique et à la sphère informationnelle de manière générale. Celle-ci, au départ, a été construite avec une architecture de réseau qui était distribuée, décentralisée, qui a permis de garantir dans cette architecture même que personne n'allait prendre le contrôle. C'est ça tout le succès d'Internet, ce qu'on appelle permissionless innovation, qui a produit toute cette fantastique innovation, toute cette fantastique liberté et cet accès au savoir. Et en fait, ce qu'on n'a pas vu venir collectivement, c'est qu'il y a des grandes gares de triage qui se sont mis au milieu de cet écosystème informationnel et qui ont repris le pouvoir. Et qui effectivement battent en brèche les logiques de commun à travers la création de silos, l'exploitation des données personnelles, etc. Et donc si on veut vraiment mettre du commun dans le numérique, il va falloir créer des instruments plus forts qui permettent de redécentraliser en fait cette puissance qui a été accaparée par quelques-uns. Donc le commun, je dirais, dans le monde numérique, il est possible, mais il ne se fait pas toujours spontanément. Merci beaucoup, Sébastien Soriano. Je me tourne maintenant vers Valérie Peugeot. Valérie, vous écriviez en 2013 un article intitulé « Les communs, une brèche politique à l'heure du numérique » qui concluait sur la vivacité et l'inventivité des communs face à une pensée économique et politique figée. 7 ans après, pensez-vous que les communs ont gagné du terrain ? Oui et non. D'abord, il faut un peu se méfier du commons washing. Il y a un discours où on emploie le terme de commun un peu souvent à tort et à travers. On mélange les communs au sens où nous, on l'emploie, c'est-à-dire à la fois une ressource partagée gérée par une communauté avec une gouvernance. Et puis, on le mélange avec le bien commun au sens de l'intérêt général. On pourra revenir là-dessus, mais ce n'est pas vraiment la même chose. Donc, il faut un peu se méfier de ça. Je dirais que les communs ont beaucoup progressé, mais pas nécessairement spécifiquement dans le champ numérique, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer. Je pense par exemple à la fabrique de la ville, où on voit se multiplier les habitats partagés qui sont une forme de commun. On voit décoller doucement mais sûrement les organismes fonciers solidaires, ce qu'on appelle les community land trusts en Angleterre. On voit les habitants planter des potagers dans la rue avec les incroyables comestibles, utiliser des lieux abandonnés. Donc voilà, les communs ils progressent, mais pas que dans le numérique. Si on revient au champ numérique, qu'on a pu voir, c'est à la fois une confirmation de la robustesse du logiciel libre. Et je ne m'étends pas là-dessus, mais on le voit, il est intégré maintenant aussi bien dans le monde de l'entreprise que dans le monde administratif. Une progression de l'open data en France et dans le monde qui participe aussi des communs. Et puis, au-delà des différents usages, on pourra revenir aussi sur les Fab Labs, voilà, l'émergence de différents communs, mais au-delà des usages, moi, ce que je trouve très intéressant en termes de progression, c'est la façon dont les communs constituent une sorte de cohérence, une source de cohérence pour une myriade d'initiatives locales ou non, qui vont puiser dans les communs un récit, une narration qui les inscrit dans une dynamique collective. Et ce récit qui est à la fois est pluriel, qui n'est pas dogmatique et pas unificateur, comme disait Elinor Ostrom, chaque commun doit se réinventer en fonction de son contexte local, sa manière de faire. Mais ce récit-là,
il a autant de valeur pour moi que le nombre, qu'une approche quantitative des communs. Donc pour moi, ces communs, c'est un vecteur d'agency, de capacité d'action individuelle et collective, en permettant à toutes ces initiatives de se relier entre elles. L'alliance entre la puissance publique et les promoteurs des communs est-elle pour vous aujourd'hui la seule possibilité de croissance des communs, sachant que je crois que vous avez aussi écrit là-dessus? Oui, alors tous les communs n'ont pas besoin de la puissance publique. Certains communs sont, je dirais, se sont épanouis sans avoir besoin du recours à la puissance publique. Je reprends l'exemple du logiciel libre. Il s'est créé en dehors de l'État, mais pour autant, la puissance publique peut jouer un rôle important dans le déploiement des communs. Soit parce que son intervention est nécessaire, par exemple pour déverrouiller un cadre juridique qui bloque la mise en place de communs. Je parlais tout à l'heure des organismes fonciers solidaires. Il était impossible juridiquement jusqu'à ce que la loi Allure de 2014 débloque l'obstacle juridique qui permettait leur déploiement dans les territoires. Mais la puissance publique peut être aussi un accélérateur, un facilitateur. On l'a vu avec une autre loi qui est la loi République numérique, qui a promu l'open data, qui en a fait même une obligation, où la puissance publique peut intervenir comme client. Par exemple, quand une collectivité territoriale investit dans un logiciel libre pour, je sais pas, un outil de gestion des déchets sur son territoire, plutôt que de choisir une solution propriétaire, eh bien, elle soutient le logiciel libre et quand ensuite elle le mutualise via un réseau de type comme Adulat, qui est la communauté du logiciel libre au service des collectivités territoriales, eh bien, elle booste, elle favorise le développement de ce commun. Et puis enfin, l'acteur public, il peut protéger les communs contre ceux qui voudraient les voir disparaître. Voilà. Et ça, on le voit assez souvent. Ça rejoint un peu ce que disait Sébastien Soriano à l'instant, c'est-à-dire que historiquement, l'infrastructure Internet, elle était conçue comme un commun. Rappelons-nous que si Tim Berners-Lee n'avait pas décidé en 93 de mettre les normes du web, les protocoles du web comme un commun, on n'aurait jamais vu l'explosion de services qu'on connaît depuis 1995. Donc là-dessus, la puissance publique, elle a un rôle à jouer pour lutter contre cette forme de reconcentration, de reverrouillage par des monopoles de ce qui sont les infrastructures numériques qui sont des communs. Mais si j'ai encore un tout petit peu de temps, je voudrais aussi revenir un peu parce que je parlais de commons washing, je voudrais revenir sur le rôle des communs numériques dans l'intérêt général, qui était aussi une question, je crois, que vous vouliez aborder. D'abord, je voudrais peut-être pour prendre un peu la question à l'envers, qu'on ne sacralise pas les communs. Ça va peut-être vous paraître bizarre que je dise ça dans ma bouche alors que j'ai été une promotrice des communs. Encore une fois, si on pense le commun comme une ressource partagée qui est gérée par une communauté avec une gouvernance, il faut penser qu'ils ne sont pas intrinsèquement porteurs de l'intérêt général. Je vais prendre quelques exemples. Si vous prenez aujourd'hui sur le web, vous trouvez des plans sous licence libre d'armes que l'on peut télécharger en open design. Donc ça répond aux critères du commun, mais on ne peut pas dire que ça répond aux critères de l'intérêt général. Autre exemple, vous avez des réseaux sociaux qui sont utilisés par l'extrême droite suprémaciste aux États-Unis et qui s'appuient sur des logiciels libres comme Gab, qui utilise un fork de Mastodon, ou comme Odyssey, le site complotiste, qui utilise le logiciel libre Library. Et donc, ce qui est important de comprendre, c'est pas parce qu'une information est libre et qu'elle est partagée, n'en déplaise aux libertariens, qu'elle contribue à l'intérêt général. Donc, il faut se garder de toute approche un peu dogmatique qui naturaliserait les communs comme étant nécessairement vertueux. Ce qui va rendre un commun vertueux, et ça, je pense que c'est vraiment intéressant au sens de l'intérêt général, quand je dis vertueux, sont deux choses. D'une part, son inscription dans une dynamique sociale forte, participative, plus la communauté va être ouverte, contributive, plus elle va devoir mettre en débat les finalités qu'elle poursuit. Et ensuite, ce qui est important, c'est la qualité de ses agencements institutionnels, c'est-à-dire des règles qui vont lui permettre justement à la fois de se pérenniser, mais aussi de négocier les désaccords sur ses finalités et dégager
une forme de démocratie qui va produire de l'intérêt général. Donc, si on en revient à la question plus spécifique du rôle des communs numériques dans cet intérêt général, pour moi, ce qui est important, c'est à la fois les communs numériques comme gisement de créativité, d'innovation, hein, mais également les communs numériques comme vecteurs de nouveaux espaces de sociabilité, d'interaction, d'échange. Je vais prendre là aussi un ou deux exemples. On a beaucoup parlé des tiers-lieux numériques. Je pense que ce sont typiquement, et ça a été très bien dit par les interventions ce matin, des lieux qui jouent à la fois un rôle dans l'apprentissage, dans la montée en compétences, mais aussi des lieux de rencontre, de revitalisation de territoires qui ont été vidés de leurs activités économiques, des lieux de socialisation. Mais prenons des exemples en ligne. Si vous regardez ce que font les communautés d'enseignants qui partagent des ressources éducatives libres, donc des ressources éducatives en commun, que ce soit dans des espaces dédiés ou dans des groupes Facebook, peu importe le vecteur, le fait de partager ces contenus pédagogiques comme des communs, ça crée des dynamiques sociales entre enseignants, horizontales, de pair à pair, qui sont aux antipodes du système hyper descendant, hiérarchique de l'éducation nationale. Donc là, vous voyez, le commun, c'est un vecteur de sociabilité. Et puis peut-être, dernière chose qui va rejoindre aussi un peu le propos de Sébastien Soriano, je pense que les communs numériques, ce sont des outils de résistance aux enclosures, c'est-à-dire à toutes ces logiques de privatisation, d'enfermement de la connaissance, et aussi des outils de résistance à une économie de la rente, à une forme extrême du capitalisme. Sébastien Soriano, cette question, elle est pour vous. Dans votre ouvrage, Un avenir pour le service public, vous défendez l'idée d'un État en réseau dont une fonction essentielle serait d'agir pour les communs, notamment grâce à la régulation, évidemment, hein, vous êtes dans votre rôle. Un débouché serait une communauté active participant à la réalisation des objectifs du service public. Alors, on parle bien de dynamique sociale, si j'ai bien compris. Comment réussir ce défi ? Oui, je crois que Valérie Peugeot a très bien rappelé la distinction très importante entre intérêt général et commun, et effectivement le mot un peu piégeux de bien commun. Et en fait, mon analyse dans ce livre, c'est que un des enjeux des difficultés actuelles qu'on a, hein, de la crise des gilets jaunes, de la crise sanitaire qui a montré parfois un État qui pouvait sembler un petit peu engoncé, et puis un certain nombre de malaises de fonctionnaires, c'est que au fond, on arrive un petit peu à la fin d'un modèle de l'État tel qu'il est aujourd'hui, un État trop surplombant, trop contrôlant, et qu'il faut changer d'une certaine manière la doctrine d'action publique, c'est la manière dont l'État agit et se conçoit. On l'a fait d'ailleurs déjà par le passé, puisqu'il y a une trentaine d'années, il y a eu un moment intellectuel autour d'une notion d'État stratège qui, en résumé, à importer un certain nombre de pratiques du privé, des indicateurs de performance, des mises en concurrence, la séparation entre les fonctions d'exécution et de stratégie, et qui a conduit par des réformes très importantes, la fameuse LOLF qui organise les lois de finances, les indicateurs de performance. Dans la santé, on peut penser à la tarification à l'activité des hôpitaux. Et donc, il y a eu un moment comme ça qui a changé la manière dont l'État a agi. Et ce que je soutiens dans ce livre, c'est qu'il faut recréer un moment comme ça à travers un État qui, cette fois, fonctionne en réseau, un État partenarial, qui ne soit pas dans cette posture surplombant. Et ce sera un des éléments indispensables, notamment pour réussir la transition écologique, puisque c'est pas un bataillon de fonctionnaires qui va bêcher les terres de France pour les convertir à la permaculture, par exemple. Donc, c'est bien la société qui va relever ce défi. Et donc, il faut que l'État apprenne à tisser des liens nouveaux à travers un certain nombre de communautés, d'écosystèmes qui peuvent être à la fois des écosystèmes très informels dans une logique de tribus un petit peu comme il en existe sur les réseaux sociaux, des logiques d'auto-organisation de type commun, ou parfois des acteurs plus institutionnalisés comme les collectivités locales ou comme des acteurs de marché. Et donc dans ce livre, je mets en avant un certain nombre d'exemples très concrets de nouvelles manières pour l'État de tisser des liens avec ces communautés. Effectivement, dans le registre des communs, comme l'a bien rappelé Valérie Peugeot, il existe toute une galaxie d'actions, les partenariats publics communs, les appels à communs, la mise à disposition de ressources pour les communs, sur lesquels notamment l'association de la 27e région fait en ce moment un travail de recensement absolument génial dans un programme qui s'appelle Enacting the Commons, qui recense ce différents types d'initiatives.
Alors, Monsieur Verdier, vous êtes avec nous, je crois que vous nous avez rejoint. Vous êtes ambassadeur pour le numérique au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Et nous avons évidemment des questions pour vous. Première question. Bonjour, d'abord. Bonjour. Quelles ressources a-t-on intérêt à gérer, à exploiter en commun à l'échelle nationale, mais également, évidemment, européenne? Moi, à titre personnel, ayant rejoint l'État il y a 7 ans pour porter la politique d'open data, puis ayant été le DSI groupe de l'État, le DINSIC, et étant maintenant ambassadeur pour les affaires numériques, j'ai traversé la question des communs à chacune de ces étapes. Mais j'ai envie de dire, mais très concrètement, je pense personnellement que la question de la lutte contre la fake news, la désinformation, les ingérences étrangères, la haine, etc., n'aura pas d'issue si on n'y trouve pas une réponse collective, démocratique, et donc avec des communs d'action. Et très concrètement, nous avons lancé ici au Quai d'Orsay, et je commence à votre réponse, l'embryon d'un programme. Pour l'instant, on est en phase de preuve de concept et d'expérimentation, mais vous pouvez aller le chercher en ligne, il s'appelle 10info.quaidorsay.fr, qui dit que si on veut détecter et combattre ces attaques réelles que nous avons parfois sur la démocratie, où des pays décident de manipuler les élections, on ne peut le faire qu'avec l'ensemble de la société civile. On ne peut pas créer dans un coin de l'État quelqu'un qui, tout seul et secrètement, protège la démocratie et combat la parole dangereuse, parce que ça serait un énorme danger pour la démocratie. Et donc, le seul moyen de s'en sortir durablement, c'est de diffuser largement de la conscience, de la compétence, de la capacité à voir et à s'auto-organiser pour revenir vers du consensus et vers du common knowledge. Donc, cette idée que le commun, ce qui compte, c'est pas qu'il soit accessible à tous, c'est qu'il puisse être produit par tous, elle est fondamentale. Et vous venez de le dire.